Le cancer. Une pensée vertigineuse qui bouleverse une vie, traverse le quotidien, transforme les relations et réinvente les priorités. Mais derrière ce mot, il y a avant tout des histoires, des visages, des voix humaines et singulières. Bienvenue dans Le Cancer et moi. Un podcast où nous tentons de mettre des mots sur la maladie et ses réalités sociales. Le cancer ne laisse pas que des traces dans les analyses ou sur les dossiers médicaux. Il transforme profondément les corps, par les traitements, par la douleur, par les cicatrices visibles ou invisibles. Chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, autant d'épreuves qui marquent la chair et l'image de soi, pendant la maladie, mais aussi après, malgré la guérison. Les patients doivent faire avec un corps en transformation qui se bat face à la maladie. Continuer à se sentir bien dans son corps et l'accepter tel qu'il devient peut être une épreuve supplémentaire. Quels sont les changements physiques qui peuvent s'opérer ? Comment vit-on dans ce corps devenu parfois étranger ? Comment se le réapproprier ? Dans cet épisode centré sur le rapport à son corps lorsqu'on a un cancer, Jacques et Timothée nous partageront leur vécu et leur regard sur eux suite à la maladie et ses traitements. Leur témoignage sera accompagné du regard du professeur François Desgrandchamps, du docteur Stéphanie Motton et de Marie-Laure Allouis, bioesthéticienne. Jacques, meilleur ouvrier de France, a 57 ans quand il découvre être atteint d'un cancer de la prostate. L'opération pour la retirer et ses conséquences ont directement impacté son rapport à sa virilité et le fonctionnement de son corps qu'il a dû réapprivoiser. Drôle d'histoire. Alors on dit que c'est héréditaire. Mon père, mon grand-père maternel, mon oncle maternel. J'arrive sur la zone qui dépasse la cinquantaine. Mon médecin me demande de faire ce qu'on appelle les PSA. C'est une analyse qui permet de détecter ce cancer de la prostate. Cancer des hommes. Donc j'ai presque 57 ans. J'ai un médecin à Lorient qui me fait donc un urologue qui me fait ma première biopsie avec ma foi son infirmière extraordinaire qui m'a mis hyper à l'aise parce que position gynécologique. C'est une position à laquelle on s'attend pas. Nous, les hommes, quand on est jeune, notamment quand on joue au football comme j'ai fait ou d'autres sports que j'ai pratiqués, on est tous en train de se regarder la zigounette. Là, on la regarde pas beaucoup. On en a un petit peu peur parce qu'on se demande ce qu'il y a derrière, en fin de compte. On fait 12 prélèvements et de ces prélèvements, il y a des analyses qui partent. Ça dure 3 semaines. Tu arrives devant le médecin et le médecin te dit « Monsieur, vous êtes graduation 6, c'est pas bon, il faut vous opérer, vous connaissez les conséquences ?» Il me fait « Mais bien sûr, je connais les conséquences. » Il y a 2 grosses conséquences chez un mec. Hein. C'est tu fais pipi dans ta culotte et là, il y a un pourcentage énorme d'hommes qui font ça, qui peuvent plus se retenir. Et puis surtout, la partie sexuelle. C'est 2 sujets complètement différents. Être indigent, c'est terrible. J'ai la chance, personnellement, parce que j'ai fait un peu de rééducation. Et ça, pour les hommes ou les femmes d'ailleurs, qui écouteront ces quelques mots qu'on échange, je les invite à se préparer et avant et continuer après à faire un peu de kiné pour améliorer la chose. Vous, les femmes, vous avez accouché, vous avez des problèmes de périnée, des choses comme ça, vous passez par la kiné, c'est tout. Et puis, et si vous le faites pas, vous risquez d'avoir des soucis. Pourquoi nous, on n'irait pas ? J'ai un voisin chez moi, là, il a 3 ans de plus que moi actuellement. Il vient de se faire opérer, je lui dis, va chez le kiné.
va demander. Le médecin m'en a pas parlé. Alors, rien à foutre, ton médecin. S'il n'est pas assez réveillé, tu le réveilles. Et puis, tu poses la question. Et aujourd'hui, il a été opéré. Il continue à faire de la kiné. Et c'est un monsieur qui a 77 ans. Et comme c'est un guerrier un peu comme moi, on se parle franchement. Parce qu'en parlant, tu ouvres le débat et tu donnes des idées. C'est exactement comme une recette de cuisine. Chacun est fait comme il est fait. Chacun a son corps réagit d'une façon ou d'une autre. On n'est pas égaux face à la maladie déjà. Mais si on en parle, on élucide certains problèmes et qui peut-être vont aider la personne. Moi, j'ai eu un problème une fois. J'étais en pleine assistance à une remise de prix. J'ai dit à tout le monde, excusez-moi, je suis parti en courant, trop tard. Heureusement que j'avais une chambre en haut, de quoi me changer, mais trop tard. Et ça, c'est... C'est quelque chose que tu as vécu comme presque une humiliation. Une blessure, hein. Une blessure. Et j'en ai parlé beaucoup à François Desgrandchamps, donc qui est le professeur qui m'a opéré. Et au départ, il me donnait des cachets pour assécher la chose. Mais bon, c'est pas facile à vivre. Sur la sexualité, c'est autre chose. La sexualité, chacun a sa sexualité en évolution dans l'âge, avec des rencontres. Le cancer de la prostate atteint plus qu'un organe du corps masculin. Il touche aussi à la virilité et à la pudeur des hommes. François Desgrandchamps est professeur d'urologie à l'université Paris-Cité et chef du service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis depuis une vingtaine d'années. Les cancers des hommes sont en général pas différents des cancers des femmes, sauf le cancer de la prostate. C'est-à-dire que quand vous annoncez à un homme qu'il a une petite tumeur du rein, bon, ça se passe mieux que d'annoncer un cancer de la prostate. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros tabou autour du cancer de la prostate, parce que l'idée générale, c'est qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour attraper ça, hein, dans le fond de la pensée des gens. Alors, le cancer de la prostate a ça de particulier par rapport aux autres cancers, c'est qu'il touche une zone qui est assez symbolique de la virilité. Et donc, quand on annonce à un homme qu'il a un cancer de la prostate, c'est assez particulier pour ce point-là et pour d'autres. Les autres points qui sont très particuliers, c'est que dans l'immense majorité des cas, les hommes n'ont aucun symptôme. Vous avez un cancer du poumon, vous crachez du sang, vous savez que vous devez être soigné, vous savez que vous êtes malade. Là, les hommes sont sidérés parce que, en fait, on leur annonce un cancer de la prostate alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Le cancer fait peur, ça c'est général pour tous les organes, on a peur de mourir bien évidemment. On a une sensation de culpabilité parce qu'on se dit pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour attraper ça ? Et surtout, on revient au propos de départ, la prostate est un organe très symbolique de la virilité. Alors, est-ce qu'on n'est plus un homme sans prostate ? La réponse c'est non. L'idée de la masculinité, c'est l'érection, beaucoup. Alors les érections peuvent être perturbées par les traitements des cancers de la prostate, comme la chirurgie ou les rayons, mais la persistance de l'érection dépend avant tout de l'âge du patient. Et après, l'autre point de la masculinité, c'est la reproduction. Et là, effectivement, il n'y a plus de sperme, mais il faut bien comprendre que les hommes gardent des orgasmes, c'est-à-dire que bien qu'il y ait éventuellement des défauts d'érection qui peuvent être compensés par le Viagra et des injections et beaucoup d'autres choses, même si les érections sont défaillantes, avec de simples caresses, l'homme a un orgasme, mais c'est un orgasme sec. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux hommes. C'est un peu comme quand on a 20 ans et qu'on a 3 assauts dans la même soirée. Le dernier, on est vaillant, mais il n'y a rien qui sort. Et donc quand les hommes entendent ça, eh ben, ils sont rassurés, hein. C'est-à-dire que l'enjeu, ça va être de ne pas avoir de séquelles sexuelles, donc il faut qu'il y ait une prise en charge psycho-oncologique importante pour qu'ils ne se sentent pas castrés, hein, et qu'ils ne se disent pas, maintenant que je suis opéré, je suis plus un homme, donc plus rien ne marchera, parce que si vous partez de cette idée-là, effectivement, rien ne marche, les érections ne viendront pas, et que surtout, l'absence d'éjaculation, c'est effectivement l'absence de fertilité, oui, mais c'est pas la fin de la masculinité. Il y a quelques étapes dans le diagnostic du cancer de la prostate qui peuvent à la fois gêner la pudeur des hommes et également être douloureux.
Le premier, qui est assez symbolique de l'urologue, c'est le toucher rectal, qui consiste à introduire les doigts dans l'anus en visant le nombril sur un homme qui est allongé sur le dos. Et on touche la prostate qui se situe à peu près à 4 cm de la marge anale. La première chose, c'est qu'il faut prévenir les gens. C'est la moindre des choses, mais parfois c'est pas bien fait. Et donc les hommes sont contractés, et si vous forcez sur un sphincter contracté, c'est douloureux. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien faire le toucher rectal. Et notamment le canal anal, il n'est pas horizontal par rapport au plancher, mais il est orienté vers le haut, en arrière. Donc il faut épouser le canal anal pour pas faire mal. Et puis après, l'homme, il sent les douleurs du sphincter anal peut-être, ou une sensation du sphincter anal, mais la prostate, il n'y a pas de nerf. Donc en fait, le toucher rectal pour un cancer de la prostate, ce qui n'est pas vrai pour une infection prostatique, hein, mais le toucher rectal pour un cancer de la prostate, pour un dépistage de cancer de la prostate, n'est pas douloureux, parce que le cerveau ne sait même pas où se trouve la prostate. Donc c'est la première étape, ça c'est une sorte d'entrée en matière, on fait connaissance, si je puis dire, avec le malade, avec le toucher rectal, dont il faut bien prévenir l'homme avant, parce que ça peut gêner sa pudeur. Le deuxième, c'est la biopsie de prostate. Alors il y a eu énormément de progrès de fait, c'est-à-dire que jusqu'à encore 2-3 ans, les biopsies de prostate se faisaient de la même façon, par la même voie que le toucher rectal, c'est-à-dire qu'on introduisait une sonde d'échographie, donc qui est déjà beaucoup plus grosse qu'un index, dans l'anus, et puis on piquait à travers la sonde la prostate avec des claquements qui faisaient du bruit et qui faisaient très sauter le patient. Donc ça, c'était douloureux, d'autant qu'on le fait, et encore une fois, on le fait encore parfois, sous simple anesthésie locale. Les choses ont bien changé et désormais les biopsies sont faites par voie transpérinéale, c'est-à-dire qu'on passe plus par l'anus, mais on passe par la zone de peau qui est entre les bourses et l'anus. Et puis on repère la prostate avec une sonde d'échographie un peu plus petite par l'anus. On endort un peu les patients et on fait des biopsies qui ont en plus ce raffinement d'être des biopsies ciblées, c'est-à-dire qu'on est sûr de ne toucher que la zone suspecte et donc on limite le nombre de prélèvements, le nombre de claquements que le malade n'entend pas puisqu'il dort, hein, une anesthésie légère. Le toucher rectal, on en a parlé, il faut bien prévenir les hommes, mais la biopsie est une agression pour un homme, hein, parce que souvent c'est dans une pièce où il y a plusieurs personnes, les gens viennent, vous êtes tout nu avec un machin dans les fesses, c'est quand même pas la position la plus agréable, et puis c'est douloureux. Voilà, donc heureusement ce temps a passé. J'ai eu la chance avec François Desgrandchamps de rencontrer une psychologue. Je m'en souviens toujours de Catherine. Et elle me reçoit, après mon opération bien sûr. Et la première chose qu'elle m'a dit, « Vous pensez que les femmes n'attendent qu'une zigounette entre les jambes ?» Tu te dis, j'ai 60 balais. Mais en fin de compte, oui, mais elle est pas conne cette fille. Elle est véritable, mais en fin de compte, il est temps que tu te réveilles, mon garçon. À 60 ans, tu te dis, quand tu vois que ça ne marche plus, ou beaucoup moins bien, tu te dis, mince, je suis jeune. 60 ans, c'est hyper jeune. À 73, je te dis, je suis déjà jeune. Donc, ça veut dire que tu t'angoisses un peu, c'est sûr. Et c'est surtout les copains, autour. Toujours une histoire d'homme. Comme si on avait 20 ans. Donc c'est la perception des hommes finalement qui t'a plus inquiété que la perception des femmes vis-à-vis de l'individu que tu étais à ce moment-là. Totalement. C'est peut-être une fierté mal placée. Il y en a un qui m'a dit tu peux aller te faire opérer, de toute façon au moins tu vas vivre. C'est un peu violent. Hein. Donc tu t'es senti seul, très seul à ce moment-là ? Ouais, sûrement, ouais. Seul. Par contre, j'en parle facilement. Est-ce que c'est d'être pudique ? Est-ce que c'est d'être peureux ? Est-ce que c'est d'être pas assez humble, en fin de compte ? Parce que, en fin de compte, oui, je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que l'homme n'est pas prêt à recevoir cette gifle qui fait que... Ah putain, t'as un cancer de la prostate, qu'est-ce qui va t'arriver, non ? Hein ? Qu'est-ce qui va t'arriver ? Alors que, je te raconte une anecdote, vachement sympa. Je suis en train d'acheter un blouson moto, il y a un mec, je suis à côté de Lausanne, et il me dit, il me prend la main, il me fait « Bienvenue au club ». Au club ? Exactement, au club. Ça a été ma réponse au club.
Et on reste se regarder, et il me fait prostate. Et là, je suis tombé sur un super mec. Parce que ce monsieur, il avait besoin de parler comme moi. Mais il y en a peu. Il y en a peu parce que aujourd'hui, c'est tabou. Le défaut de la prostate, à un moment de temps, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la sexualité, mais également le problème du pipi. Et pour cela, on fait ce que vous faites de façon mensuelle, vous les femmes, on se met des petites protections. La première fois que tu mets le truc, tu te dis oh là là, j'ai pris de l'âge, deviens vieux. Puis aujourd'hui, non, parce que ça fait partie de toi-même et puis de te respecter toi-même, en fin de compte. Aujourd'hui, ça me dérange en aucun cas. Je m'équipe, c'est comme quand tu vas jouer au football, tu mets des crampons, tu mets pas des tennis, tu mets des chaussures crantées. Là, c'est pareil. Oui, c'est devenu quelque chose de banal, en fait. Totalement. Donc Totalement. tu vis bien avec ça? Mais bien sûr. Parce que ça fait partie d'un comment dirais-je, d'un cheminement. Oui, cheminement, c'est peut-être un trop grand mot, mais ça fait partie d'un équipement, on va dire, qui te permet de te respecter et de respecter les autres. Tous ces problèmes dont on vient de parler, la prostate. Mais la prostate, oui, elle a existé, elle n'existe plus chez moi. Je fais sans. Que veux-tu que je te raconte? J'ai une belle cicatrice. Elle me gêne pas. De temps en temps, quand même, comme je suis très velu, pas sur le crâne, mais sur le reste du corps, je suis obligé de me raser un peu parce que ça picote. Mais ça, c'est pas grave. Parce que je suis encore un homme. Le sport et l'activité physique en général est un aspect fondamental de son rapport au corps. En plus de permettre de se sentir bien dans sa peau, l'activité physique peut avoir des bienfaits directs sur sa santé et sur sa vie sociale. La majorité des personnes atteintes de cancer continuent de vivre avec ces conséquences, même après la phase aiguë de traitement. En effet, ces traitements, souvent lourds, instaurent une parenthèse forcée dans la vie des patients, que ce soit sur le plan familial, social ou même financier. L'objectif pour eux est alors de retrouver une vie normale au sein de leur profession, de leur famille et de leur quotidien au sens large. Stéphanie Motton est originaire de Toulouse. Docteure en oncologie et chirurgien gynécologue, elle s'intéresse particulièrement aux bienfaits du sport pour les patients atteints de cancer, notamment dans l'après-cancer. Aujourd'hui, il y a tout un environnement qui s'est mis en place dans l'après-cancer. Il y a des études qui montraient que l'activité physique, c'est aujourd'hui, et c'est le seul traitement, alors certes non médicamenteux, mais c'est le seul traitement à une certaine dose qui va fonctionner sur ce symptôme qui est la fatigue. Donc en fait, on s'est rendu compte, on diminuait des symptômes comme la fatigue, l'asthénie, qui est le symptôme numéro 1 dans l'après-cancer, qui est présent dans 100% des cas. Et ce symptôme, en fait, aujourd'hui, on n'a aucun traitement. On n'a aucun traitement médicamenteux. Et pire que ça, c'est-à-dire que le repos n'aide pas du tout. Les gens ont beau essayer de dormir, ont beau faire des siestes, ont beau essayer de se reposer. Malgré tout, ils sont toujours fatigués. Et ça, donc, c'est très impactant aussi sur l'aspect psychologique, parce que les gens qui n'arrivent pas à se reposer, qui sont toujours fatigués, à un moment ça pose problème, parce que quand vous êtes à distance de votre diagnostic de cancer et que les traitements sont terminés et qu'il faut reprendre une vie normale, votre patron il va être moins conciliant, il va être moins compréhensif, votre famille va moins comprendre quand on est à 3 ans d'un cancer, va moins comprendre que vous ayez des difficultés. Donc les personnes peuvent se retrouver isolées. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des tas d'autres symptômes qui pouvaient être améliorés par l'activité physique. On s'est rendu compte aussi que l'activité physique, donc tout ça a fait l'objet de publications scientifiques, que l'activité physique améliorait la tolérance des traitements carcinologiques, c'est-à-dire une chimiothérapie
qui a des effets secondaires à type de nausées, de vomissements, de fatigue, de perte de la sensibilité au niveau des extrémités, un système immunitaire un petit peu moins, beaucoup moins efficient, etc. Donc, tous ces effets secondaires peuvent être améliorés grâce à l'instauration d'une activité physique en parallèle. Et c'est vraiment significatif, en fait, dans les résultats d'études. C'est-à-dire qu'on arrive à mener à bout des chimiothérapies à la dose optimale, le temps voulu, beaucoup plus facilement chez des patients qui ont une activité physique que chez des patients qui sont sédentaires. Tout ça, ça s'explique en fait. Quand vous faites de l'activité physique, vous augmentez votre flux sanguin, les effets secondaires sont mieux tolérés et donc on arrive à mener à bout des traitements beaucoup plus facilement. Ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième impact de l'activité physique chez un patient qui est traité ou suivi pour un cancer, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que la mortalité était diminuée et que la récidive, le risque de récidive était diminué. Je vais vous donner un exemple bien précis parce que les chiffres, ça parle. Il y a des grosses études qui ont montré que dans le cancer du sein, une patiente qui va démarrer une activité physique dès le diagnostic de cancer du sein, elle va voir sa mortalité après ce diagnostic diminuer jusqu'à 50%. Elle va voir son taux de récidive diminuer jusqu'à 25%. Pour nous, en fait, ça, c'est aussi bien que des traitements comme l'hormonothérapie ou la radiothérapie. Alors, ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut remplacer la radiothérapie par l'activité physique, parce qu'évidemment, son impact et ses bénéfices est évalué lorsqu'elle est pratiquée en complémentarité d'un traitement optimal aujourd'hui dans le cadre d'un cancer. Mais pour autant, on va diminuer encore plus le risque de récidive. Donc pour nous, c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir dans le discours initial de prise en charge d'un cancer chez un patient, de placer très rapidement les bénéfices en fait grâce à l'initiation d'une activité physique. Suite à ce constat de l'importance de l'activité physique pendant et après un cancer, Stéphanie a été approchée par la Fédération française de rugby pour mettre en place des sessions de sport de rugby à 5, prescrites aux personnes ayant un cancer pendant et après le traitement. Cette collaboration a mené à la création de son association Les Rubies, qui permet aux patients et patientes de pratiquer le rugby à 5 en toute sécurité dans des clubs de rugby partenaires, et ce, partout en France. Après avoir travaillé sur un guide de prescription de cette activité physique, quel rugby? Évidemment, ça pouvait pas être le rugby à 15, celui qu'on voit à la télé, avec des plaquages, des mêlées, des grosses blessures, etc., des ligaments croisés et des commotions cérébrales. C'était pas possible d'adapter ce rugby à 15. Beaucoup trop compliqué en plus dans ces règles pour des patients qui quand même sont un peu assommés par le diagnostic de la maladie, par les chimiothérapies, etc. Un rugby donc à 5 contre 5, donc avec quand même des règles plus simples, pas de plaquage, pas de mêlée, pas de gros contacts, plutôt un rugby d'évitement en fait. Assez rapidement, on a vu l'intérêt aussi de la passe en arrière. La passe en arrière, en fait, ça permet à des pratiquants qui ne peuvent pas courir d'être toujours en situation de jeu. Et finalement, c'est celui qui est porteur du ballon. S'il court très vite, s'il veut assurer sa passe, il va devoir faire attention. On retrouve vraiment les valeurs du rugby parce que si vous devez ralentir pour attendre vos coéquipiers qui courent pas très vite à côté, ça, c'est les vraies valeurs du rugby, c'est ça. On avance en ligne et on porte tous ensemble ce ballon derrière la ligne. En fait, il faut vraiment que chacun avance. Et donc finalement c'est le timing de la ligne qui avance. La Fédération française de rugby nous a donné les moyens de mettre en place 2 saisons expérimentales sur Toulouse. Nous on recrutait les patients sur l'oncopole dans nos salles d'attente. Ça nous permettait de proposer en plus une offre avec une activité qu'on connaissait adaptée, avec des coachs bienveillants qui étaient formés en activité physique adaptée, et d'être sûr de l'environnement qu'on proposait
Et puis après ces 2 saisons expérimentales, on a décidé de créer un club affilié à la Fédération française de rugby, permettant d'émettre des licences et donc de permettre à ces patients en fait de progressivement devenir de vrais pratiquants rugby avec une vraie licence Fédération française de rugby, certes nouvelle pratique ou pratique santé, mais pour aider, on a écrit une charte avec quelques critères qualité et aujourd'hui, en fait, tous les clubs qui souhaitent s'engager là-dedans nous appellent et on les aide avec des visios, on se déplace avec cette charte, on les aide en fait à créer ces sections. Et en effet, aujourd'hui, c'est une de nos missions aussi, la promotion de ce rugby santé via le label Rubies et d'aider en fait les clubs qui ont envie de s'engager. Et on a une vingtaine de clubs de rugby qui se sont engagés. Je vous donne 2 exemples. Je pense à une personne qui était très sportive, qui a connu le sport à haut niveau avant d'être malade, etc. Et qui avait besoin en fait, qui s'est rendu compte un peu à distance de la prise en charge du cancer, qu'elle avait besoin de reprendre le sport, mais l'ayant connu à haut niveau, ça faisait peur de le reprendre parce que voilà, il y a quand même des tas d'a priori quand vous l'avez connu à haut niveau et que ça vous a demandé beaucoup. Quand j'entends ce discours dire j'ai découvert en fait ce que c'est le sport, alors qu'elle en a fait à haut niveau avant, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, j'ai découvert le sport salvateur, quoi, le sport qui m'a aidé à mieux tolérer mes chimios, qui m'a aidé à aller mieux, qui m'a aidé à retrouver une vie sociale, à sortir de chez moi, qui m'a forcé à sortir de chez moi. D'autres personnes, comme une, je pense à elle principalement, qui est arrivée à l'hôpital dans un état ayant laissé sa maladie évoluer, socialement complètement isolée, enfin, je veux dire, dans un état d'hygiène même, où elle avait abandonné ce corps à cause des preuves de la vie, etc. Et qui va retrouver en fait le goût de vivre après sa maladie, avec l'activité physique, vous voyez, et avec tout ce que ça apporte, c'est-à-dire la convivialité, le collectif, voilà, tous ces bons moments. Et c'est vrai qu'en tant que médecin, voilà, mais moi je me suis rendu compte que juste les bénéfices de ma chirurgie, ça me suffisait pas, quoi. Voilà, moi j'ai besoin aujourd'hui de voir les gens aller bien. En tant que médecin, c'est tellement enrichissant, quoi. Chaque fois que je fais une présentation dans les congrès médicaux, je dis aux médecins, la médecine c'est important, on fait beaucoup, mais trouvez votre cause. Trouvez ma cause avec cette activité physique dès le diagnostic de cancer, parce que il y a un fil en fait. Vous voyez, il y a un fil conducteur. Il y a des tas de choses que je fais dans ma vie, mes loisirs. J'emmène mes enfants, ils courent avec nous. Mes enfants ont grandi avec les Rubies. Ils ont aidé les Rubies à monter leur tente lors des week-ends cohésion. Enfin, je veux dire, ça m'enrichit aussi vraiment personnellement. Ça enrichit ma famille autour. Et voilà, trouver sa cause. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment avec les Rubies. C'est hyper important pour moi aujourd'hui de voir les personnes se challenger après leur cancer. Timothée a 35 ans quand il découvre en juillet dernier avoir un cancer du sein. Commence alors pour lui une période d'appréhension face aux changements et conséquences physiques de ce diagnostic. Le regard des autres, de ses proches, famille, amis, de sa compagne aussi, mais également son propre regard sur son corps qui change malgré lui. Et d'ailleurs, lors de l'enregistrement de son témoignage, il nous a demandé par pudeur s'il pouvait retirer son bonnet. J'ai pas un narcissisme exacerbé, mais c'est vrai que on se dit que notre corps va forcément changer parce que les médecins sont très clairs aussi. Ça va ressembler à ça, ça va être grand comme ça, et on va faire ça. Donc on va ouvrir, on va enlever, mais en ouvrant, on va ouvrir de là jusqu'à là, et on va enlever ça, et il va rester ça.
Et ce qui reste, c'est une cicatrice. Et cette cicatrice, on visualise, et heureusement que les médecins sont là avec leur tact et leur professionnalisme, mais on visualise effectivement qu'il va y avoir plus qu'une cicatrice et qu'il va falloir vivre avec. De toute façon, c'est ce que je disais à ce moment-là, j'en avais rien à faire de tout ce qui allait se passer après, que ce soit la chirurgie ou que ce soit les traitements complémentaires. Le plus important, c'était de vivre. Et c'était le résultat des examens précédents. Et c'était ça la victoire. C'était de pouvoir vivre, et qu'importe le résultat, voilà. Donc, pour moi, peu importe. Après, effectivement, par rapport au regard des autres, on pense dans un premier temps à sa compagne, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on veut plaire, aussi à l'autre. Je suis à un âge où j'ai encore envie de plaire, voilà, à ma compagne. J'ai pas encore d'enfants, on n'a pas encore eu d'enfants, et c'est vrai que mécaniquement, il faut que ça plaise pour avoir envie d'aller jusqu'à cet acte-là, et on se demande si effectivement ça va pas perturber l'envie concrètement, et ces projets de famille qu'on a pu se construire jusqu'à cet âge-là. Et après, pour le regard des autres, on pense éventuellement à son père et à sa mère, mais parce qu'ils vous ont eu enfant. Pour eux, vous êtes né avec un corps entier et une image complète, et vous savez que il va manquer quelque chose et que vous avez autre chose à montrer, notamment à vos parents. Et après, on défile et on a éventuellement ses frères, on a ses amis, et puis après le reste du monde. Mais c'est vrai que le plus important, avec le cœur, c'est sa compagne, et le côté fonctionnel, et effectivement aussi ses parents. Moi, la perte de cheveux, elle a eu lieu après la 2e injection, donc dans le premier mois de chimiothérapie. On m'avait dit que de toute façon les cheveux allaient tomber. Voilà, donc c'était d'office. On essaie de résister, c'est évident, mais ils avaient été très clairs, ça tiendrait pas. Donc effectivement, peu de temps après la 2e injection, j'ai des cheveux lors d'une douche qui sont restés dans les mains. J'ai de la barbe qui m'est restée également dans les mains. Forcément, ça marque parce que c'est le début de quelque chose qu'on n'aime pas du tout. C'est quelque chose effectivement qui va devenir encore marquant. Parce que comme on l'a dit plus haut, effectivement, la cicatrice, elle sera visible, mais éventuellement, on vit dans une société où on vit habillé, donc elle sera pas visible pour tout un chacun, mais porter une casquette, porter un bonnet tout au long de sa journée, tout au long de sa vie, soit c'est... On fait du rap. Voilà, on fait du rap. Où on est un adulte sur le retour, où on a, voilà, et pas de jugement de valeur. Finalement, ça m'a permis de repasser dans une enseigne et de m'acheter ces bonnets que je n'avais jamais achetés, et de me racheter de refaire ma garde-robe, parce que la vie qui allait arriver, c'était que du bonus, et peu importe finalement le regard de l'autre, on s'habille, on a ce moment, cette parenthèse où on peut s'habiller peut-être comme on veut, et on tire un petit peu le trait, donc on s'achète de nouveau un baggy. Mais il faut être raccord. Voilà, clairement. Oui, parce qu'on est dans une enseigne finalement où on a peut-être le droit d'acheter toute la garde-robe. C'est à la mode effectivement, et puis bon, à 35 ans finalement, Ouais, on voilà. est jeune, c'est bon. Allons-y. on le réassume. On a fait un bond dans l'âge adulte, dans le code vestimentaire adulte. Et on régresse un petit peu, allons-y. Mais c'est tellement doux. Et non, et j'ai aussi acheté comment est-ce qu'on appelle ça avec les bretelles là, une salopette, voilà. Donc voilà, on se dit tiens, je vais m'acheter cette salopette que j'ai voulu acheter pendant 15 ans. Donc voilà, je l'ai pas portée pour vous d'ailleurs aujourd'hui. C'est dommage. Après cette deuxième séance de chimiothérapie, premier mois de chimio, quand je me suis lavé les cheveux, lavé la barbe, et que j'ai des cheveux et de la barbe qui sont restés dans mes mains, heureusement que dans les 3 jours qui suivaient, j'avais un week-end de prévu avec mes amis, et que finalement je leur ai demandé si on pourrait, lors de ce week-end-là, se faire un petit scénario, un peu comme un enterrement de vie de garçon,
mais franchement un peu hard, avec un pari de couper les cheveux et couper la barbe. Voilà ce qu'ils ont accepté. En l'occurrence, ils pouvaient pas refuser, très certainement, mais c'était un peu la dernière volonté. Et effectivement, on a fait de ce moment donc une fête. Personne n'a bu, mais on a fait de ce moment un moment joyeux parce que de cette déception et de cette tristesse dingue, parce que finalement, et c'était ça la transition avec la marque, la cicatrice, la poitrine, et du fait qu'on est toujours habillé, donc ça ne concerne que l'environnement proche. Le fait de perdre ses cheveux, ça allait finalement concerner le regard, en tout cas, de beaucoup plus de personnes. Et ça me faisait peur aussi pour moi, voilà. Et donc, de cette grande douleur de voir les cheveux commencer à tomber, on a fait de ce rasage une fête. Et donc, ça m'a rendu, à l'issue, très très heureux, et j'ai été extrêmement soulagé. Tout partait, la barbe partait. Et donc, quand on m'a rasé les cheveux et la barbe, on a laissé la moustache. Et en se disant, on sait quand même tellement, c'est tellement tranchant, tellement différent qu'on va au moins laisser la barbe. Le côté drôle, c'est que dans les semaines qui ont suivi, tous ces petits poils, ils tombaient au fur et à mesure. On est au mois de novembre. Tout bon garçon qui se respecte ou pas, au mois de novembre, laisse éventuellement poindre une moustache. Et c'est pour ça que le regard des autres pouvait être interrogatif. C'est que finalement, ce garçon n'avait ni cheveux, ni barbe, mais même pas une moustache. Il avait 10 poils à tout casser au niveau de la moustache, donc c'est vraiment quelqu'un qui tente le truc au mois de novembre, mais qui l'a pas. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a pas ? Même si au quotidien, je fais partie de ceux éventuellement qui ne s'acceptent pas, qui n'acceptent pas le rendu dans le miroir, parce que on s'est connu d'une autre façon, et que ça m'embête. Alors ça dépend à quelle heure on me prend, parfois j'accepte, parfois j'accepte pas, mais ça a été un grand soulagement que de faire de ce moment, de ce rasage, une fête. Voilà, ça m'a aidé à assumer. Et j'invite tout le monde à faire de ce moment une fête. De mon côté, le regard des autres, d'une certaine manière, je m'en fiche. Je m'en fiche parce qu'on assume. Encore une fois, c'est vrai que cette espèce de leitmotiv, c'est aujourd'hui, c'est que du bonus. C'est que du bonus parce que le train est passé très près et qu'on a eu très peur. Donc cette image qu'on renvoie aux autres finalement, surtout à ce moment-là, parce que c'est commun peut-être d'avoir ce manque de capillarité, je m'en fiche du regard des autres. Voilà. Après moi, quand je me regarde, effectivement, c'est plus compliqué parce que je suis encore à la recherche de ce garçon qui a des cheveux, qui a cette barbe, et puis peut-être un teint aussi, ou un regard qui est un peu moins, je pense, pétillant qu'avant. Les traitements tels que la chimio ou la radiothérapie sont très invasifs pour le corps des patients. Que ce soit la perte de poids, de cheveux, d'ongles, ou encore de la fatigue et un teint plus difficile, le corps devient étranger. Les patients ont du mal à se reconnaître ou à s'aimer face au miroir, et cela peut être le dernier de leurs soucis. Marie-Laure Allouis est bioesthéticienne. Au sein du département d'oncologie gynécologique de l'hôpital européen Georges Pompidou, elle aide les patients durant leur traitement à se sentir mieux dans leur corps avec des conseils en images. Son but est de les aider à se réapproprier leur corps pour mieux combattre la maladie. Elle a d'ailleurs écrit un livre, « Prendre soin de son corps pendant un cancer », dans lequel elle partage de nombreux conseils pour permettre aux patients d'éviter et de limiter au maximum les effets négatifs de la maladie et des traitements sur leur corps. L'idée, derrière son travail, est que l'esthétique contribue aussi à l'aspect moral et peut être une arme de plus face au cancer. Donc les infirmières m'appellent, donc ça peut être un début de diagnostic, le cancer du sein, cancer des ovaires, et après elles vont enchaîner sur plusieurs mois de chimiothérapie. Donc c'est là où je les vois, parce que moi j'ai mon poste qui est en hôpital de jour, mais j'interviens aussi dans les services en hospitalisation. Et ensuite, quand elles sont réopérées, je peux retourner les voir en gynécologie, puis là on boucle la boucle, comme je leur dis. Donc, je peux les voir juste au début, quand elles sont angoissées. Est-ce que je vais perdre mes cheveux ? Et après, pendant, je peux aussi leur couper les cheveux quand c'est le moment. Si elles n'ont pas envie de retourner chez le perruquier, je le fais aussi.
Et au fur et à mesure, je peux leur faire des soins du visage, la réflexologie plantaire, les conseiller sur les perruques. Et après, je vois beaucoup les effets secondaires. Donc, elles peuvent avoir les pommettes rouges, les ongles abîmés. Enfin, il y a plein d'effets secondaires sur lesquels elles peuvent me rappeler. Et j'interviens à différentes étapes de leur parcours. Des fois, c'est une seule fois. Parfois, c'est plusieurs fois. Ça dépend. Lorsque je vais voir un patient, je regarde ou je demande à l'infirmière quel est son traitement. Parce que je vois des patients qui ont une pathologie digestive, mais ça peut être aussi le poumon, ça peut être la gynéco. Donc ce sont pas du tout les mêmes effets secondaires. Et c'est en fonction des effets du traitement que je vais pouvoir leur indiquer la conduite à tenir en préventif et voire en curatif quand l'interne sera là, quoi. Moi, j'écoute beaucoup les patients, mon savoir vient beaucoup d'eux. Toutes les formations que j'ai eues par les laboratoires pharmaceutiques aussi. Maintenant, ils n'ont plus trop le droit de rentrer à l'hôpital, mais moi, j'ai beaucoup appris grâce à eux. Et ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est de trouver, tous les nouveaux traitements qui sortent et d'agir sur leurs effets secondaires. Tous les traitements dessèchent la peau. Donc, la chimiothérapie dessèche un peu la peau. Par contre, les thérapies ciblées dessèchent plus la peau, notamment certaines molécules qu'on appelle la famille des anti-EGFR. Mais l'immunothérapie dessèche aussi beaucoup la peau. Et ce qu'on voit avec l'immunothérapie, c'est qu'à un moment donné, la peau, elle gratte partout. Quand un patient me dit « ça me gratte et aucune marque ne me soulage », je sais qu'il a eu ou qu'il a de l'immunothérapie. Et même si le patient a fini, par exemple, son immunothérapie en février, en septembre-octobre, ça peut continuer à gratter. Et alors, quels sont les conseils essentiels que vous donnez au départ ? Alors, pour tous les patients, moi, je vais au budget minimum. Il faut un bon gel douche sur gras, soit une savonnette, soit une huile lavande, soit un Syndette pour se laver. Ne pas attendre que la peau soit complètement sèche après la douche pour appliquer l'hydratant. Donc, ça peut être, selon les patients, s'ils préfèrent les textures riches ou moins riches. Il y a des gels, des laits et des baumes. Ce qui est le plus hydratant, ce sont quand même les baumes qu'on peut mettre partout, le visage, le corps, les mains, les pieds. Il faut surtout pas oublier les mains et les pieds. Il y a beaucoup de traitements qui entraînent des toxicités sur les mains et les pieds. Une crème cicatrisante dans le cas où il a une atteinte. Il peut avoir les pommettes rouges le lendemain d'un traitement à cause des corticoïdes. Il peut avoir les mains abîmées, justement s'il a un syndrome à pied. Et une crème solaire pour dès les premiers rayons solaires. C'est le budget minimum, 4 produits. Vous avez dit que quand on a un cancer, il faut porter de la couleur. Ça, c'est pour tous les types de cancers ou pour un type de cancer en particulier ? Alors, je dirais que c'est pour tous les cancers parce que quand on a un traitement, on a la chute des globules, notamment les globules rouges, et on a le teint qui devient plus livide. Donc, chez les peaux blanches, on devient très blanche. Sur les peaux typées, on peut avoir un teint gris ou des hyperpigmentations qui sont liées à certains traitements. Et je trouve que le noir et le blanc près du visage, c'est assez coupe-gorge, on va dire. Il faut mieux mettre de la couleur. Mais j'aurais tendance aussi à mettre des couleurs froides, même si, par exemple, on est rousse et que, si par exemple on a un cancer digestif et qu'on a le teint jaune, et ben les couleurs à base de jaune, comme les verts pommes, les orangés, les rouges chauds, vont donner mauvaise mine. J'aurais tendance à plutôt mettre des bleus. Alors après, est-ce que c'est un bleu électrique ou un bleu clair selon la carnation? Et puis surtout, si on a un teint pâle ou on se sent pas bien, qu'on n'a pas envie de se maquiller, qu'on est trop fatigué, bah tout de suite ça donne bonne mine. Et le look se fait beaucoup par rapport aux accessoires autour du visage, comme on perd ses cheveux. Ben c'est de la perruque, les turbans, les bijoux, les lunettes, les hauts de couleur, c'est tout ce qui encadre le visage. Le pantalon, après, c'est pas important, c'est tout ce qui encadre le visage. Le maquillage, si on veut se maquiller. En fait, il faut être madame plus ou monsieur plus pendant les traitements, plus de couleurs, de maquillage, d'accessoires. Donc ça contribue au côté esthétique, mais aussi au côté moral. Surtout. Si on se voit lumineux, ben on sentira pas qu'on est malade, quoi. C'est même quand on est en bonne santé, vous avez une copine qui vous dit oh là là, t'as l'air fatigué, bah du coup elle vous casse le moral, même si vous n'êtes pas malade. Bah là c'est pareil, si on voit que le patient n'est pas lumineux, ou s'il ne se voit pas lumineux, il va penser qu'il est plus malade qu'il ne l'est. En fait, quand on dit esthétique, je trouve que c'est superficiel, c'est pas de l'esthétique, c'est de retrouver son identité, sa dignité, et puis que les gens n'aient pas aussi ce regard de compassion quand ils vont voir quelqu'un qui est malade.
Au début, ils vont voir la personne, puis après, ils vont plus aller le voir parce qu'il y a toujours ce regard de compassion, ils sont mal à l'aise et tout. Et quand le patient se sent bien, est bien dans sa peau, se sent beau, et ben il se sentira normal et les gens autour de lui seront normaux, auront des relations normales et il y aura pas ce regard de compassion où les gens ne reviennent plus ou ne prennent plus de leurs nouvelles. C'est plus cet impact psychologique en fait qui m'intéresse. En fait, ce que je leur dis souvent, c'est qu'il faut qu'ils s'amusent à prendre soin d'eux. Il faut que, en se créant un style, et ben ils s'amusent quoi, et ne pas prendre ça comme un rejet de la maladie. Au contraire, il faut en faire du traitement un atout pour pouvoir mieux vivre le traitement. Oui, je me souviens d'une patiente que j'avais rencontrée en chirurgie gynécologique, qui était très angoissée, qui avait déjà beaucoup de questions, qui savait qu'elle avait un cancer, donc qui m'avait déjà posé des questions sur les cheveux, la chute des cheveux, ça c'est l'angoisse numéro 1, la chute des cheveux. Qui avait un style plutôt BCBG, les cheveux au carré, très classique et tout. Et je la revois en hôpital de jour et là je lui dis que même si elle perdait ses cheveux, qu'elle trouvait une perruque à l'identique de sa coupe de cheveux, pour elle ne serait pas comme avant. Donc justement d'en jouer et de se créer un nouveau style pendant cette période-là. C'était la période de l'été et du coup la fois d'après, je la revois la deuxième fois, elle avait perdu ses cheveux et tout. Et elle avait adopté un style 70s avec des pantalons fluides, larges, avec plein de couleurs. Elle mettait plutôt des turbans et elle venait tout le temps en moto avec son mari. Et un jour, elle arrivait avec sa fille et franchement, je trouvais qu'elle avait rajeuni. On aurait pu prendre sa fille et elle pour 2 sœurs, quoi. Tellement elle était lumineuse, elle était déstressée, alors que, enfin, c'était plus la même femme. Hein. Et cette période-là, elle l'a bien vécue parce elle s'est trouvée d'autres richesses, d'autres façons de faire. Je pense qu'elle a beaucoup appris sur elle-même. Je crois que c'est moi aussi qui lui avais rasé les cheveux. Et après, je la voyais, si elle avait des nausées, je lui faisais une séance de réflexologie plantaire. Et ce que j'aime bien aussi quand je les ai rencontrées en chirurgie, une fois si elles doivent être réopérées, de retourner leur faire un soin du visage, par exemple, après une intervention. Et comme ça, j'ai bouclé la boucle avec elle. Et voilà, il y a des gens que je vais voir qu'une fois, mais il y en a d'autres que je vais voir tout au long de leur parcours. Et même à la fin aussi, quand les traitements sont terminés, souvent, ils ont des questions sur que dois-je faire quand mes cheveux vont repousser, est-ce que je dois les raser, mes ongles, qu'est-ce que je dois faire. J'ai une autre patiente qui n'avait pas confiance en elle. Elle est arrivée pour un soin du visage et elle me dit, c'est parce que je suis grosse que j'ai un cancer. Et là, alors qu'elle est pas grosse, elle est grande, elle est. Oui, donc elle est charpentée de fait parce ouais, elle est en cohérence avec sa grandeur, quoi. Et du coup, je me dis mince, elle paraît toujours lumineuse et tout, mais en fait, elle souffrait intérieurement. Et du coup, je l'ai prise sous mon aile, celle-ci. Elle a une 30aine d'années, et en plus, elle avait pas mal d'effets secondaires avec l'immunothérapie notamment. Et du coup, j'ai dit mais non, pas du tout. Vous êtes pas du tout grosse. Vous êtes au contraire. Ce que je vois, j'ai envie d'aller vers vous. Vous avez un visage tellement avenant, lumineux, toujours souriante. Mais au contraire, quoi. En fait, c'était son ex-mari, qui l'avait dévalorisé, quoi. Il lui disait non, t'as pas besoin de vêtements, t'as ce qu'il faut, quoi. On n'a pas besoin d'aller au restaurant. En fait, il voulait pas dépenser d'argent, quoi. Et après, au fur et à mesure, donc je lui ai fait des soins, la réflexo. Je lui ai dit les couleurs qu'elle allait la valoriser. Et en fait, à chaque fois qu'elle venait, une fois, elle est venue, une copine lui a donné une espèce de djellaba avec plein de couleurs. Comme elle avait perdu ses cheveux, elle mettait un foulard. Et elle osait des couleurs, mais qu'elle n'avait jamais osé avant, quoi. Et là, elle vient de terminer ses traitements. Elle a essayé de me voir. Elle m'a envoyé un message. Elle me dit là, je suis inquiète, je vais être opérée. Et du coup, je vais aller la voir quand elle va être opérée prochainement, là. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de leur donner l'impulsion positive pour qu'ils se prennent en charge. C'est de pas dire non, j'ai des patients, j'ai une patiente notamment, elle avait un cancer du pancréas, elle était toute maigre et tout. Elle m'avait dit je me suis occupée de mon corps toute ma vie et là il me trahit, donc je m'occuperai plus de lui. Et ça m'avait choquée. Et du coup, elle faisait plus rien pour son corps. Au contraire, il faut pas voir le traitement comme un obstacle, mais que c'est justement ça qui va faire du traitement son allié et pas un ennemi, en fait. Et en acceptant, en se valorisant et tout, et c'est prouvé à la maladie qu'on a le dessus aussi.
Le cancer impacte directement le corps. Il le modifie, le fragilise, le redéfinit. Mais comme l'ont montré Jacques et Timothée, il peut aussi devenir un terrain de réappropriation, un espace où renaît la confiance. Une étape souvent silencieuse mais essentielle pour avancer. Vivre pleinement avec toutes ses traces, visibles ou non. Il ne s'agit pas seulement de redevenir comme avant, mais bien de faire la paix avec ce nouveau soi. Cet épisode est soutenu par le fonds de dotation Team One Solidaire. Présenté par Amanda Scott, réalisé par Marianne Jolin et Charlotte Lepage, mixé par Léo Westphal et produit par Géol Podcast. Merci à tous les intervenants de cet épisode qui ont accepté de nous partager leur quotidien et leur expertise.